dia a todos e a todas. Espero que estejam todos e todas bem, depois do primeiro dia do mini curso. Então, hoje nós iniciaremos agora o segundo dia do mini curso. O mini curso completo tem como título Direito Internacional, Biodiversidade e Mudanças Climáticas, e hoje o foco será principalmente sobre biodiversidade, então Direito Internacional e Biodiversidade. Bom, algumas questões administrativas antes de iniciar. Pessoal, nós teremos então a apresentação aqui, a aula da professora Sandrine, logo depois da minha fala. Faremos uma pausa administrativa de 10 minutos no máximo, logo depois da aula dela, da exposição da professora, e logo depois nós retornaremos com a fase de perguntas e discussões. Então, desde ontem nós adotamos o aplicativo Slido para as questões. Hoje nós continuaremos com esse aplicativo. Eu acredito que nós teremos tempo para fazer quase todas as questões, como ocorreu ontem, para utilizar todas as questões como fonte para o debate. Então, eu agradeço se vocês puderem inserir no Slido, no aplicativo Slido, as questões que pretenderem realizar, que pretenderem fazer em decorrência da apresentação da professora Sandrine. Então, as questões serão respondidas depois do momento do debate. Então, normalmente o Slido, ele classifica, né, quais são as mais votadas. Vocês também podem votar nas questões que entenderem que seriam prioritárias, né, lá no Slido, e se nós não tivermos tempo para responder todas as questões, nós responderemos as que tiverem sido mais votadas. Além disso, a lista de presença, como eu avisei ontem, como esse curso ele é um curso de extensão, é um mini curso registrado na plataforma de extensão da Universidade de Brasília, nós temos que computar 70% de presença para que vocês possam obter o certificado. Então, a qualquer momento, a equipe organizadora irá inserir o Google Forms com as informações que vocês devem preencher para a obtenção do certificado. Então, por meio tanto da inscrição quanto dessa lista de presença, nós iremos calcular ali os 70% de presença para que vocês possam receber no final do mini curso o certificado. Além disso, eu falei ontem também que lá no site do GERN estão tanto as perguntas norteadoras desse mini curso, indicação bibliográfica, vocês podem obter os textos lá no site do GERN, e ontem aparentemente houve uma dificuldade para fazer o download dos textos, e por essa razão nós enviamos os textos aqui pelo Zoom. Se hoje alguém não tiver assistido a aula de ontem, né, e precisar desses textos, basta inserir informações aqui no chat ou comentários aqui no chat que nós poderemos reenviar aqui pelo chat esses textos, certo? Mas tentem primeiro fazer o download lá pelo site do GERN. Eu vou deixar aqui no chat o link do GERN, e se vocês não conseguirem, por favor, avisem aqui pelo chat. Então, ficam aqui já os meus sinceros agradecimentos a toda a comissão organizadora do GERN, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, pela organização. Ficam os meus sinceros agradecimentos aqui à professora Ana Flávia, do Instituto de Relações Internacionais, que coordena junto comigo esse mini curso. Um agradecimento especial também à Finatec, na pessoa da Aline, da Edileuza, o Júlio, aqui da AVA Eventos e Tecnologia, e o tradutor Wendel Chaslay, que ontem gentilmente fez a tradução para o português e para o francês, né? E hoje continuará nesse árduo trabalho. Então, espero que tenham mais uma manhã
de bastante proveito nesse curso, mini curso, cujo tema é muito atual e bastante relevante para a garantia e a manutenção dos nossos ecossistemas. E eu agradeço aqui, principalmente a professora Sandrine, que novamente irá dar continuidade à sua apresentação de ontem e irá aqui fazer a apresentação tanto hoje quanto amanhã sobre esse tema do direito internacional e a biodiversidade, que é um tema com o qual a professora tem trabalhado aí nos últimos anos e certamente é a grande especialista hoje sobre o tema, e vocês podem ter certeza, né, que todo o mini curso será de grande aprendizado a todos e todas. Então, um excelente dia de aprendizado a todos e a todas, e muito obrigada novamente, professora Sandrine Marjane de Bois, por estar aqui quase presencialmente conosco. Passo a palavra para você, Sandrine. Merci beaucoup Karina, professeure Karina, pour cette très aimable présentation. Bon dia, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième moment du mini-cours qui va être consacré effectivement au droit international de la biodiversité. Ce que je propose, c'est de modifier légèrement le programme convenu pour faire durer ce cours sur le droit international de la biodiversité aujourd'hui et demain matin, et consacrer la dernière séance à une discussion sur les relations entre biodiversité, climat et océan. Voilà, donc je vais partager mon écran. Voilà, je pense que ça fonctionne. Donc, le droit international de la diversité biologique ou de la biodiversité. Cette présentation est issue d'un cours de 5 heures que j'ai eu le plaisir de donner à l'Académie de droit international de l'A.E. en juillet 2019. Ce cours de 5 heures à l'Académie a donné lieu à un livre qui est paru en français. Vous avez là la couverture et la professeure Karina vous le montrait hier. Et c'est un livre qui va aussi paraître en anglais, je l'espère, l'année prochaine chez l'éditeur Brill. J'en profite pour faire un peu de publicité pour l'Académie de droit international de l'A.E. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas l'Académie. Je peux répondre à des questions de votre part. Je n'ai pas d'action au sein de l'Académie, mais pour moi, c'est un lieu très important pour l'enseignement et la diffusion du droit international. Et j'ai été élève à l'Académie avant d'y enseigner. Et c'est une expérience formidable. Donc, si vous voulez aussi, dans la discussion, nous pourrons revenir sur ce que propose l'Académie comme formation en droit international. Donc, évidemment, c'était un cours de 5 heures. Donc là, ici, on a un petit peu moins de temps. Donc, je ne vais pas traiter tout ce que j'ai traité lors de mon cours à l'Académie, mais certains points qui me paraissent comme étant les plus importants. Et donc, ici, vous avez le plan de la présentation qui sera donc en 6 points et entre aujourd'hui et demain. Je voudrais qu'on commence, et le premier point, par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que la biodiversité et quelles sont les menaces qui pèsent sur la biodiversité, puisque le droit international de la biodiversité est censé justement répondre à ces menaces. Donc, il faut savoir d'abord de quoi on parle. Ensuite, deuxième point, qu'est-ce que le droit international de la biodiversité? Puis, un troisième point,
quel est le statut de la biodiversité en droit international. Puis, dans un quatrième point, quelles sont les sources de la biodiversité en droit international. Ça, c'est un point qui prendra plus de temps que les autres. Je voudrais aussi faire un petit tour par la question des valeurs de la biodiversité en droit international. Et puis, terminer, sixième point, par ces questions. Comment renforcer le droit international de la biodiversité, en particulier comment renforcer son effectivité. Et de ce point de vue, j'aimerais bien qu'on puisse avoir ensemble une discussion parce que je suis curieuse d'entendre vos idées et vos suggestions. Donc voilà le programme et là, vous pouvez voir que en réalité, je ne vais pas entrer dans le détail du contenu des règles du droit international de la biodiversité. Ça, nous n'en aurons pas le temps. Donc, si jamais cela vous intéresse, si cela vous donne envie d'approfondir, vous pourrez aller voir dans mon livre et je serai toujours disponible pour discuter de ces sujets avec vous. Donc, on va commencer par le premier point. Qu'est-ce que la biodiversité et qu'est-ce qui menace la biodiversité? J'ai trouvé une petite grenouille qui va nous accompagner tout au long de cette présentation. Petite grenouille sympathique et colorée. Donc, comme vous le voyez, la présentation est bilingue. Elle est en français et en anglais. Cette fois, elle n'est pas en portugais. Mais j'espère que cela ira avec la traduction simultanée. Donc, nous allons commencer par nous poser la question de l'origine du terme de biodiversité. Il faut commencer par là, c'est le commencement. Comment naît le concept de diversité biologique? Il naît dans les années 1980. Il est attribué à un biologiste américain, Thomas Lovejoy, et on considère qu'il y a un article fondateur en la matière. C'est un article écrit par un autre biologiste américain qui s'appelle Edward Wilson en 1985. Edward Wilson décrit la diversité biologique comme étant à la fois colossale, inconnue et en déclin. Et donc, c'est à partir de là que va naître une nouvelle discipline scientifique dans les années 80, dans la deuxième partie des années 1980. Cette nouvelle discipline scientifique, c'est la biologie de la conservation. La biologie de la conservation étudie les causes de la crise de la biodiversité, les conséquences de cette crise, et elle propose, elle teste les moyens d'enrayer cette crise. Donc, vous le voyez, ce terme, évidemment, n'est pas un terme juridique. Donc, pour nous, juristes, c'est important de partir de la signification de ce terme, qui est une signification scientifique. De diversité biologique, on va passer à biodiversité assez rapidement. Plume d'un nouveau biologiste américain, Walter Rosen, toujours en 1985. C'est important parce que en créant ce nouveau mot, ce néologisme de biodiversité, on va faire évoluer. La diversité biologique était un concept scientifique. La biodiversité va devenir plutôt un concept politique, un concept juridique. La biodiversité est un problème politique global. Elle est la manifestation d'une crise planétaire.
elle est construite de manière sociale et politique comme un problème environnemental global, un problème global, ce que reflète la déclaration de Rio qui est adoptée en 1992 lors de la conférence des Nations Unies de Rio, qui nous dit « La Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance. La Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance. » Donc, un problème environnemental global. Ce concept de biodiversité, il présente certaines caractéristiques que je voudrais souligner ici avec vous. Et d'abord, le fait que c'est un concept englobant. C'est un concept qui recouvre l'ensemble du vivant. Le vivant comme étant non pas un adjectif, mais un substantif, un nom. C'est la diversité de la vie, c'est la diversité du vivant sous toutes ses formes, les bactéries, les gènes, les écosystèmes. C'est la biodiversité remarquable, mais c'est aussi la biodiversité ordinaire, celle qu'on ne remarque même pas, les plantes qui sont au bord des routes, des insectes ordinaires, des insectes laids, par exemple. Et donc, c'est vraiment tout cet ensemble que recouvre la biodiversité. Et les scientifiques considèrent que cette biodiversité, on peut l'évaluer finalement à 3 niveaux. C'est l'addition de 3 niveaux de diversité. C'est d'abord la diversité des écosystèmes. Je dis d'abord, mais je pourrais partir de l'autre côté. Vous avez là sur la diapositive, donc d'abord cette biodiversité des écosystèmes qui nous montre que sur la planète, il y a aussi bien des forêts tropicales, des océans, des déserts, des lacs, des forêts tempérées. Tout cela, ce sont des écosystèmes. Et donc, c'est un premier niveau de biodiversité. Un deuxième niveau est celui de la biodiversité des espèces. On parle ici de la biodiversité interspécifique, la diversité entre les espèces, qui donc décrit, qui se mesure par le nombre d'espèces qui existent sur la planète et la diversité de ces espèces, aussi bien animales que végétale. Et puis, c'est la diversité, la biodiversité génétique qui fait qu'à l'intérieur d'une même espèce, il y a des différences, il y a des individus différents. Et c'est donc un troisième niveau de biodiversité. On parle de biodiversité intraspécifique à l'intérieur d'une espèce. Et c'est aussi un niveau très important parce qu'en réalité, pour certaines, pour toute espèce, lorsque cette diversité des gènes décroît, l'espèce finit par s'éteindre. Donc, 3 niveaux de biodiversité qui font qu'on peut évaluer cette biodiversité à des échelles très différentes, à l'échelle macro, qui est l'échelle de la planète, mais aussi à des niveaux plus micro, tel habitat, tel biotope, tel paysage. C'est à différents niveaux qu'on peut évaluer la biodiversité. La conséquence, me semble-t-il, c'est que sur le plan conceptuel, quand on se met à parler biodiversité, on change par rapport au concept qui existait auparavant, comme le concept de nature, par exemple, ou de vie sauvage. On change d'échelle. On change d'échelle spatiale. On passe du local au global. Je veux dire, on passe du local au global en ce sens que la nature, on l'appréhendait d'abord dans le passé, pas dans son cadre de vie, donc d'une manière en fait très locale. Si on se met à penser biodiversité, ça change complètement la vision, ça change l'échelle de réflexion. Bien sûr, la biodiversité
continue de s'appréhender à l'échelle locale, mais elle s'appréhende aussi à l'échelle globale. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Et pour prendre un exemple, pour rendre cela peut-être plus concret, imaginons une île perdue, une île sur laquelle il y a une espèce d'oiseau, qui est une espèce qu'on peut dire endémique, c'est-à-dire une espèce qu'on ne trouve que sur cette île. Eh bien, si cette espèce disparaît, c'est finalement évidemment une atteinte à la biodiversité de l'île, mais c'est aussi une atteinte à la biodiversité globale, à la biodiversité à l'échelle globale, puisque les disparitions d'espèces locales finissent par s'additionner et causer un problème global de perte de biodiversité. Donc, c'est important parce que il y a 50 ou 100 ans, si une espèce disparaissait quelque part, on n'avait pas cette appréhension de l'atteinte globale à la biodiversité. Et c'est le cas aujourd'hui. Et ce sont vraiment les scientifiques qui ont fait évoluer notre manière d'appréhender finalement la nature, le vivant autour de nous. Donc, un changement d'échelle spatiale. Mais c'est aussi un changement d'échelle temporelle. En ce sens, on passe de ici et maintenant au temps géologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les conséquences de la perte de biodiversité, elles se font sentir aujourd'hui. Mais quand je pense diversité biologique, ces conséquences, elles se font sentir aussi à l'échelle des temps géologiques. C'est à l'échelle des temps géologiques qu'on peut mesurer finalement les grandes crises qui ont conduit à des extinctions massives de la biodiversité. Et ça se mesure à une échelle géologique. Donc ça se mesure toujours ici et maintenant, mais ça se mesure aussi au temps géologique avec des conséquences qui sont des conséquences de très long terme. Et encore une fois, ce sont les scientifiques, lorsqu'ils inventent ce concept de diversité biologique, qui nous font changer finalement de regard, qui nous font changer notre appréhension du vivant qui nous entoure. Donc, c'est un concept englobant. C'est aussi un concept complexe, qu'on peut dire complexe. En effet, la biodiversité, c'est un système et dans la notion de système, il y a de manière inhérente la notion de complexité, la caractéristique de complexité. Un système complexe, un système vivant, un système évolutif. Je veux dire par là que la biodiversité, ça n'est pas une catégorie achevée, ça n'est pas un ensemble achevé à un instant T. C'est quelque chose qui ne cesse d'évoluer parce que vivant, avec des pertes d'espèces, des recombinaisons, des créations de nouvelles espèces. Et donc, il y a cette notion d'évolutivité et ça rend l'appréhension de la biodiversité difficile, d'autant que la biodiversité n'est pas seulement une addition d'entités, c'est-à-dire telle espèce ou tel gène, mais par biodiversité, je décris aussi des relations, les relations entre les espèces elles-mêmes, entre les espèces et les écosystèmes, et des processus. Et donc, c'est finalement dans toute son évolutivité et dans toute sa complexité que la biodiversité doit être protégée. Et c'est loin d'être évident pour le droit, pour les sciences juridiques, parce que naturellement, vous le savez, le droit, il est plutôt fixiste, articulé autour de la sécurité, la stabilité, et il a tendance à fixer les choses, il est fixiste, là où finalement la biodiversité échappe un petit peu à cette possibilité de fixer les choses. Je dirais que ce concept de biodiversité, il est finalement un concept fuyant. Un concept fuyant parce que
difficile à appréhender. Difficile à appréhender, d'abord parce que c'est un concept abstrait, c'est un concept théorique, c'est vraiment une conception des scientifiques, parce que la biodiversité, c'est pas seulement la biodiversité que je peux, enfin, c'est pas seulement les écosystèmes dans lesquels je peux me promener, c'est pas seulement telle ou telle espèce que je peux voir, mais c'est, comme je le disais, des relations entre ces espèces et les écosystèmes qui les abritent. Ce sont des processus. Tout cela ne se voit pas forcément lorsque je me promène dans la forêt ou dans la campagne, d'autant que c'est aussi de l'infiniment petit, des bactéries, des gènes, des choses qui non plus ne se voient pas. Donc, c'est un concept abstrait et finalement, si je veux appréhender la biodiversité, je me retrouve à la décomposer. C'est ce que je faisais tout à l'heure avec la diapositive, l'image. Je décompose la diapositive en une série d'écosystèmes, une série d'espèces, une série de gènes. Mais quand je décompose comme cela le concept de biodiversité en une série d'éléments, en fait, je rends compte des éléments, mais je ne rends pas compte du tout. Le tout, la biodiversité, demeure abstrait, demeure fuyant. La biodiversité est aussi incommensurable. Finalement, il est très difficile de mesurer la biodiversité. Quel outil de mesure? Quel indice? Il n'y a pas d'accord entre les scientifiques. On a répertorié environ 2 millions d'espèces, mais sur le nombre total d'espèces, et sans même compter les virus et les bactéries, selon les évaluations scientifiques, on peut lire des chiffres de 3 millions ou de 100 millions. Donc, j'ai fini par me dire, parce que j'ai cherché quels étaient les chiffres, et les bons chiffres, j'ai fini par me dire qu'il n'y avait pas de bons chiffres, il n'y a pas d'accord entre les scientifiques, donc je dirais que la biodiversité est finalement incommensurable, on ne peut pas la mesurer. L'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est une ONG que vous connaissez peut-être, qui est une ONG très active en matière de biodiversité, elle n'a évalué que 5% des espèces connues. L'UICN, je répète, l'Union internationale pour la conservation de la nature, elle produit les listes rouges d'espèces menacées, mais elle n'a évalué que 5% des espèces connues. Donc, les listes rouges de l'UICN ne nous donnent pas du tout une vision globale. Et pour toutes ces raisons, il y a vraiment un risque de réductionnisme. L'approche de la biodiversité par l'homme en général et par le juriste en particulier est une approche forcément réductionniste. Elle est réductionniste en sciences, elle est réductionniste en droit, mais finalement, comment faire autrement? Je crois que la biodiversité nous dépasse, elle nous dépasse largement, et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'elle est tellement fascinante. On se sent toujours très dépassé en la matière. Donc voilà quelques mots que je voulais vous dire à propos de ce terme de biodiversité, de ce concept de biodiversité. Je voudrais qu'on passe maintenant aux manifestations de la crise. La crise que connaît la biodiversité. Il faut d'abord rappeler que la vie sur Terre a commencé il y a 4 milliards d'années sous la forme d'organismes unicellulaires, d'organismes très simples. Donc la biodiversité, depuis cette origine de la vie sur Terre, n'a cessé d'évoluer et n'a cessé de se diversifier. Il y a eu dans l'histoire des moments qui ont correspondu à des extinctions massives et nous serions actuellement, selon les scientifiques, dans la 6e extinction de masse. C'est une extinction qui est déjà visible, alors peut-être plus en Europe qu'au Brésil, mais je serais curieuse d'échanger avec vous sur ce sujet. Mais en Europe, plusieurs
plusieurs études récentes ont montré la disparition, par exemple, des insectes, de 80% des insectes ces 30 dernières années, et une disparition aussi massive des oiseaux, non pas seulement du nombre d'espèces d'oiseaux, mais des populations d'oiseaux, c'est-à-dire du nombre d'individus qui ne cesse de diminuer. Cette sixième extinction, on peut la voir aussi s'agissant des coraux qui sont très affectés aujourd'hui, ou des stocks de poissons. Ce qui caractérise cette crise actuelle, c'est que elle est plus rapide que les précédentes. La biodiversité décroît à une vitesse extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que lors des crises passées. La dernière crise, la 5e, a conduit à la disparition des dinosaures. C'était il y a 65 millions d'années. C'est une crise qui est plus rapide que la précédente, et c'est une crise qui, pour la première fois, est causée par l'homme et par les activités humaines. Et ici, il y a un parallèle à faire avec les questions climatiques. On y reviendra jeudi. En la matière, les États ont créé un organe expert, j'en parlais hier, l'IPBES, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. On l'appelle le GIEC de la biodiversité. Ce GIEC de la biodiversité, qui a été créé en 2012, a rendu ses premiers rapports en 2018-2019. En 2018, des rapports régionaux, et en 2019, sa première grande évaluation mondiale, qui est l'équivalent des rapports du GIEC, des rapports d'évaluation du GIEC sur le climat. Et ce rapport souligne que, effectivement, la nature décline à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine, et que 1 million d'espèces sont en danger d'extinction dans les années qui viennent. Donc, ce sont des chiffres extrêmement préoccupants. Je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, à ce rapport qui est disponible en ligne, ce rapport de l'IPBES de 2019. Il est disponible sur le site de l'IPBES. En la matière, on peut considérer qu'il y a, je l'évoquais aussi hier, que cela fait partie du dépassement des frontières planétaires et de la problématique de l'Anthropocène. Donc, pour rappel, et pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a, selon les scientifiques, une série de seuils 9, de seuils, de frontières, de limites planétaires qui sont des seuils biophysiques qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas mettre notre planète, ne pas placer notre planète dans une zone dangereuse pour l'homme, dangereuse pour la planète et largement imprévisible. Et dans ces frontières planétaires, il y a une frontière qui concerne la biodiversité, et c'est une des frontières sur lesquelles nous sommes en alerte rouge. Elle partage cela avec les cycles de l'azote et du phosphore qui résultent des engrais de synthèse. Et donc, ce sont la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore et de la biodiversité sont les frontières planétaires les plus inquiétantes selon les scientifiques. C'est à relier avec la problématique de l'Anthropocène, dont vous avez très certainement entendu parler, l'Anthropocène étant cette nouvelle ère géologique qui succéderait à l'Holocène et qui serait marquée par le fait que l'homme devient une force géologique, c'est-à-dire que ses activités ont des conséquences, impactent la planète à une échelle de temps géologique. Quand on parle anthropocène, ça nous fait aussi prendre conscience du fait que, pour ceux qui
développe ses idées sur l'Anthropocène. Nous ne vivons pas actuellement une crise, parce que ce qui caractérise une crise, c'est que c'est un moment difficile et qu'il y a une sortie de la crise, mais pour les anthropocénologues, pourrait-on dire, il n'y aura pas de sortie de la crise parce que l'impact de l'homme sur la planète est tel que c'est un impact qui va subsister quoi qu'il arrive, même si nous changeons nos modes de vie et si nous diminuons nos impacts, qui va avoir des conséquences à une échelle de temps géologique, donc pour des dizaines, des centaines de milliers d'années, donc qui est en quelque sorte irréversible à une échelle humaine. Donc, c'est une source de préoccupation très importante. S'agissant des causes de la crise, ici je me réfère au rapport de l'IPBES à nouveau, qui liste les causes de la crise et qui liste 5 facteurs principaux, 5 facteurs directs principaux. Ils sont par ordre d'importance. Donc, le premier, ce sont les changements d'usage des terres et de la mer. On peut penser par exemple ici à l'urbanisation, l'intensification agricole, aux constructions que l'on peut voir fleurir en mer, soit pour des plateformes pétrolières ou de l'énergie renouvelable, des éoliennes en mer. Tous ces changements d'usage des terres et de la mer font partie donc relève de ce premier facteur, le facteur le plus important concernant la biodiversité, la diminution de la biodiversité. Le deuxième facteur, c'est l'exploitation directe de certains organismes. Ça peut être par la pêche, et on peut même dire la surpêche. Ça peut être aussi la déforestation pour l'exploitation du bois, quelle que soit la finalité. Ça peut être aussi certaines espèces pour le commerce des espèces, qu'il s'agisse de la faune ou de la flore. Le troisième facteur, c'est le changement climatique, qui est un aggravateur, un multiplicateur des menaces et des autres menaces. Par exemple, l'artificialisation des terres et les changements d'usage des terres et de la mer font que les espèces ont du mal à circuler. Elles manquent de ce qu'on appelle des corridors écologiques qui peuvent leur permettre de passer d'un espace à l'autre, d'un petit bout de forêt à un autre petit bout de forêt, parce que entre il y a une zone industrielle, une ville, une énorme route, et donc les changements d'usage des terres et de la mer conduisent à un morcellement en fait des zones de biodiversité, empêche la circulation des espèces, et ça devient crucial avec les changements climatiques, parce que les changements climatiques obligent les espèces à bouger, à migrer, et en réalité, si les terres sont trop artificialisées, les espèces n'ont pas la possibilité de bouger et donc elles risquent de s'éteindre. Donc le changement climatique est aujourd'hui le troisième facteur, mais pour l'IPBES, c'est un facteur dont l'importance monte et qui pourrait devenir dans les années qui viennent, le deuxième, voire le premier facteur. Donc, c'est extrêmement préoccupant, le lien entre changement climatique et biodiversité. C'est pour ça que je suis contente que jeudi, on puisse avoir tout un séminaire pour y réfléchir. Et puis, donc, le quatrième facteur est la pollution, bien entendu, qui a aussi un impact fort sur la biodiversité. Et enfin, les invasions d'espèces exotiques qui sont liées également à la mondialisation, au voyage, au commerce international. Et donc, cinquième facteur. Donc, voilà les causes de la crise et finalement, c'est contre ces causes que le droit doit lutter. Et comme nous allons parler du droit international, ce sont contre ces causes que le droit international doit lutter.
Les conséquences de la crise, pour s'en tenir simplement aux effets sur l'homme, elles sont, je dirais, de deux ordres, de l'ordre de la perte directe et de l'ordre de la perte indirecte. D'abord, la perte directe, une perte de ressources naturelles, des ressources naturelles qui sont utiles pour la nourriture, la médecine, les matériaux de construction, les combustibles. Et dans ces ressources naturelles, il y a aussi des ressources génétiques potentiellement utiles dont on ne connaît même pas encore l'utilité, qui pourrait être importante pour l'alimentation, pour la santé, pour la chimie, l'industrie également. Donc, une perte directe, c'est ce à quoi on pense en premier, je dirais. Mais c'est aussi une perte indirecte parce que avec la perte de biodiversité, diminue, voire disparaissent ce qu'on appelle des services écosystémiques. Alors là aussi, c'est un concept inventé par l'homme. Qu'est-ce qu'on entend par services écosystémiques? Ce sont des services qui sont rendus par les écosystèmes et qui sont rendus finalement gratuitement à l'homme, à l'humanité, par la diversité biologique. Ces services, ce sont par exemple la pollinisation, c'est souvent ce à quoi on pense en premier. La pollinisation, elle est faite par les insectes pollinisateurs et donc l'homme n'a pas besoin de la faire, c'est-à-dire que quand on a un verger de pommiers par exemple, la pollinisation se fait de manière naturelle et gratuite par les insectes pollinisateurs. Sauf quand il n'y a plus suffisamment d'insectes pollinisateurs. Il y a déjà des régions du monde, notamment en Asie, où ce sont des personnes qui doivent polliniser à la main, fleur après fleur, puisque les insectes ne sont pas suffisamment présents. Donc voilà un service écosystémique. On peut penser aussi à l'atténuation de l'érosion des sols qui est limitée par la végétation et par les racines, à l'épuration des eaux. C'est aussi un service qui est rendu gratuitement à l'homme. La séquestration du carbone également dans le bois, dans les océans, dans les sols, est un service très précieux rendu à l'homme gratuitement, qui nous permet d'atténuer largement les effets de nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à un certain point. Et donc, ces services, ils sont estimés à plus d'1,5 fois le PIB mondial. C'est-à-dire que si ces services n'étaient plus rendus par la diversité biologique, ce serait très coûteux, en fait, de les remplacer. Très coûteux et pas toujours techniquement possible. Donc, voilà sur les conséquences de la crise. Je ne vais pas aller plus loin sur les aspects non juridiques, mais je trouvais important d'avoir ce point de départ un peu scientifique et technique avec des données pour savoir de quoi on parle et finalement, qu'est-ce que le droit doit affronter. Mais je dirais que parfois, on est un peu sidéré en tant que personne quand on fait ces constats de la gravité des menaces environnementales et de l'urgence à agir. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter ici au constat, qui est un constat sinistre, qui est un constat difficile. Je pense qu'au contraire, il faut agir, il faut retrousser ses manches et il faut chercher des solutions à ces difficultés, à ces menaces. Et en tant que juriste, je suis juriste, je pense que la plupart d'entre vous également, en tant que juriste, on peut réfléchir à ce que peut apporter le droit, à ce qu'il n'apporte pas, à ses difficultés, à ses limites, et essayer de voir comment faire évoluer le droit pour que cela marche mieux, pour qu'il soit efficace. Le droit, s'il est bien conçu, peut être un puissant levier de transformation, de changement. Donc, en tant que juriste, je crois en la force du droit et c'est ce qui me permet de rester optimiste. Mais on pourra revenir là-dessus durant la discussion. Donc, je voudrais maintenant aborder la
Deuxième question, qu'est-ce que le droit international de la biodiversité? Bon, ce sera plus rapide. Le droit international de la biodiversité, donc cette expression, elle recouvre, selon moi, une acception large. Ce sont l'ensemble des règles de droit international qui portent sur la biodiversité. Ce sont des règles qui portent sur la biodiversité, mais qui portent aussi sur les éléments qui composent la biodiversité. Et donc, j'englobe dans ce droit international de la biodiversité des textes qui protègent les baleines, les phoques à fourrure, les zones humides d'importance internationale, qui sont des textes et des instruments qui sont antérieurs à la création, à l'invention du concept de biodiversité, mais qui, pour moi, font partie du droit international de la biodiversité. Il y a dans le droit international une réponse à des enjeux de protection, de conservation de la biodiversité, mais aussi d'utilisation, d'exploitation des espèces, des habitats. Donc, cela couvre la pêche, la chasse, la foresterie, le commerce, la question des biotechnologies. Donc, c'est en réalité très large et cela dépasse largement les enjeux premiers de conservation de la diversité biologique. C'est aussi tout ce qui concerne, donc encore une fois, l'utilisation et l'exploitation des espèces, des habitats, des ressources génétiques. Et la manière dont je l'aborde, ce droit, dans mon livre, et puis en général, et c'est la manière dont j'aborde le droit international, c'est que j'y vois un laboratoire pour étudier les évolutions en cours du droit international contemporain. Et je pense que c'est un bon laboratoire. Et pourquoi c'est un bon laboratoire? C'est un bon laboratoire parce que la biodiversité, je l'ai dit, c'est un objet complexe, c'est une menace pressante qui pèse sur la biodiversité. Et donc, tout cela pèse sur le droit international, tout cela lance des défis au droit international, ce qui fait que le droit international appliqué à la biodiversité voit ses capacités d'adaptation, d'évolution stimulées. Et donc, pour cette raison, je pense que c'est un bon laboratoire pour étudier les évolutions en cours du droit international contemporain. Moi, j'aborde le sujet en tant qu'internationaliste. Je considère qu'il faut d'abord être solide en droit international avant de faire du droit international de l'environnement, sinon on risque de passer à côté de choses importantes. J'en arrive à mon troisième point qui sera lui aussi rapide. Et la question ici est: quel est le statut de la biodiversité en droit international? Alors, je pense qu'on peut distinguer trois situations pour la biodiversité. La situation la plus commune, la plus courante, c'est la première. C'est la biodiversité qui est sous la compétence territoriale de l'État. La biodiversité qui se trouve située sur le territoire d'un État et qui est donc soumise à la compétence territoriale de l'État, à la souveraineté territoriale. Une souveraineté que, vous le savez, on qualifie de permanente, qu'on a pu qualifier de entière, inaliénable, et c'était notamment dans les années 1960-1970, donc toutes les discussions sur la souveraineté sur les ressources naturelles. À l'époque, on pensait beaucoup aux sources d'énergie, notamment au pétrole et au gaz, surtout au pétrole, et donc, a été réaffirmée la souveraineté de l'État sur ses ressources naturelles, souveraineté permanente, entière, inaliénable. Est-ce que pour autant, cette souveraineté est absolue?
Je ne crois pas. Je ne le pense pas. Il y a des limites qu'apporte le droit international en la matière. J'ai cité ici le préambule de la Convention sur la diversité biologique qui nous dit que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l'humanité. Donc, il ne s'agit pas de reconnaître que la diversité biologique est un patrimoine commun de l'humanité et qui, en tant que tel, devrait être géré au profit de l'humanité. La diversité biologique reste sur la souveraineté, sous la souveraineté territoriale, mais sa conservation est une préoccupation commune à l'humanité. Donc, ce qui pourrait être un premier tempérament, une première limite à la souveraineté du territorial, à la souveraineté de l'État. Une limite importante, quoi qu'il en soit, vient d'un principe général de droit international, qui est l'interdiction de l'abus de droit, qui fait qu'aucun État ne peut utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits des autres États, qui fait que finalement les droits de chaque État se trouvent une limite qui est celle des droits des autres États. C'est un principe essentiel pourrait-on dire, de bon voisinage, de cohabitation entre les États. Et le droit international met à la charge des États des obligations coutumières de prévention des dommages. Les États, on y reviendra un petit peu plus tard, doivent prévenir les dommages à l'environnement des autres États. Ils doivent prendre des mesures, toutes les mesures appropriées pour prévenir les dommages aux autres États. Et donc, c'est une limite qui fait que la souveraineté de l'État territorial n'est absolument pas absolue. Elle doit coexister avec la souveraineté des autres États territoriaux. Et donc, c'est une limite importante qu'on retrouve en particulier s'agissant des ressources naturelles partagées, qu'il s'agisse d'un fleuve transfrontière ou qu'il s'agisse d'espèces migratrices qui auraient pour aire de répartition plusieurs États. On est alors face à des ressources naturelles partagées. Ça peut être aussi un aquifère frontalier. Et en la matière, les États ont aussi certaines obligations qui découlent de ce statut de ressources naturelles partagées qui font qu'aucun État ne peut privatiser de manière unilatérale ces ressources partagées. On y revient dans un instant. Il y a aussi, c'est la deuxième situation, la situation de la biodiversité en Antarctique. L'Antarctique a fait un statut particulier, fait l'objet d'une internationalisation qui a commencé de manière conventionnelle et qui est plus ou moins reconnue comme s'étant cristallisée de manière coutumière avec une valeur erga omnes, c'est-à-dire une valeur à l'égard de tous, ça concerne tous les États, et avec une nécessité de protéger l'environnement en Antarctique, les écosystèmes en Antarctique, dans l'intérêt de l'humanité tout entière. C'est ce qu'affirme ici l'extrait du protocole de Madrid que j'ai indiqué, mais c'est ce qu'affirment aussi d'autres textes de droit international. Donc, c'est la deuxième situation. Et la troisième situation, c'est la situation de la haute mer, qui en elle-même est vue comme une chose commune, une res communis, mais dont les ressources à l'intérieur ont longtemps été vues comme des res nullus, des choses susceptibles d'être appropriées, notamment par l'exploitation et par la pêche. On a aujourd'hui un débat sur la question des ressources génétiques. Est-ce que cela concerne aussi les ressources génétiques ou est-ce que ces ressources doivent avoir un statut particulier? Est-ce qu'il ne faut pas considérer que les ressources de la haute mer sont patrimoine commun de l'humanité ou sont un patrimoine commun ou doivent jouir d'un certain statut d'internationalisation pour être protégées? Ce sont des discussions en cours dans le cadre des discussions, des négociations BBNJ. En tout cas, les obligations de prévention des États sont étendues à la haute mer, c'est-à-dire que lorsque je disais tout à l'heure que les États n'ont pas le droit de causer des dommages à l'environnement des autres États, ils n'ont pas non plus le droit de causer des dommages à l'environnement en haute mer. Mais bon, on va y revenir tout de suite.
Donc, voilà le statut de la biodiversité en droit international. Ce n'est pas un statut, c'est plusieurs statuts différents selon l'endroit où la biodiversité se trouve. Et vous voyez déjà ici comment le droit, comment l'homme, comment le juriste essaie de cataloguer la biodiversité et de la faire entrer dans des catégories, c'est ce que font souvent les juristes, de la faire entrer dans des catégories existantes qui ne sont pas forcément des catégories très adaptées pour une biodiversité qui bouge, qui évolue et qui a du mal à rester dans les boîtes. Donc, je voudrais qu'on passe maintenant à la quatrième question. Quelles sont les sources du droit international de la biodiversité ? Ici, je voudrais d'abord rappeler qu'il y a un socle d'obligations coutumières et c'est quelque chose qui me semble très important. Puis, on fera un petit voyage dans le temps pour essayer de faire le tableau, le panorama des instruments conventionnels. Mais d'abord, on se tourne vers cette source particulière du droit international qu'est la coutume. Cela découle de la jurisprudence internationale, jurisprudence de la Cour internationale de justice, en particulier dans les affaires des usines de pâte à papier, décision de la Cour de 2010, aussi dans les affaires entre le Costa Rica et le Nicaragua, avec des décisions de 2015 et de 2018. Cela découle également de la jurisprudence du Tribunal international pour le droit de la mer et en particulier de son très intéressant avis consultatif rendu en 2011, pas par le tribunal, mais par la Chambre sur les fonds marins, sur la zone, donc le fond des mers au-delà des juridictions nationales. Il découle de cette jurisprudence qu'il y a à la charge des États, dans le domaine de l'environnement en général, mais dans le domaine de la biodiversité aussi en particulier, un ensemble d'obligations, qu'on peut dire d'obligations de diligence. En anglais, on dit due diligence. Ça peut être aussi, on peut parler aussi d'obligations de vigilance, qui sont des obligations coutumières. Donc, elles ont cet intérêt qu'elles s'appliquent à tous, je veux dire à tous les sujets du droit international, les États, les organisations internationales, et partout. Donc, c'est en cela que je parle d'un socle. Ces obligations de diligence sont des obligations de moyens et pas des obligations de résultats. En tout cas, la première d'entre elles, c'est-à-dire l'obligation de prévention elle-même, prévenir les dommages à l'environnement des autres États. Il s'agit, ça a été bien précisé par la jurisprudence, on pourra y revenir dans la discussion, il s'agit de prendre les mesures appropriées pour prévenir les dommages à l'environnement des autres États. Prendre les mesures appropriées pour prévenir les dommages à l'environnement des autres États. Ça veut dire pas prendre toutes les mesures, mais les mesures appropriées. Et ça veut dire aussi qu'un dommage peut quand même survenir. Mais si l'État montre qu'il a pris les mesures appropriées, à ce moment-là, sa responsabilité ne pourra pas être engagée. Donc, c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est une obligation de moyens et pas de résultat. Cette obligation un peu générale est complétée par des obligations procédurales. Je ne vais pas entrer dans le détail ici, on peut y revenir dans la discussion aussi si vous le souhaitez. Des obligations d'information, notification, en cas de risque de dommage à l'environnement des autres États, la biodiversité des autres États, information, notification, coopération, une obligation d'étude d'impact préalable, qui est une obligation coutumière, et ça c'est très important, une obligation de réparation des dommages, si le dommage survient, il va falloir le réparer, et ces obligations de prévention, et ça c'est l'apport de la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer, elles vont très loin puisqu'elles englobent aussi des mesures de précaution.
c'est-à-dire que cette prévention, elle est poussée à l'extrême, elle va jusqu'à la précaution, des mesures de précaution, c'est-à-dire des mesures de prévention, mais dans un contexte d'incertitude scientifique, d'incertitude technique. Donc ça, c'est un socle qui me semble très important parce que même s'il n'y a pas de convention internationale spécifique entre deux États, s'il y a un dommage qui est causé à la biodiversité par un État à un autre État, biodiversité d'un autre État, on peut invoquer la violation de ces obligations coutumières. Donc, voici le socle. Et puis, à ce socle, sur ce socle, finalement, repose une série d'obligations conventionnelles, cette fois, donc des obligations qui figurent dans des traités. Et c'est la grande part des obligations des États, parce que, on va le voir, il y a de très nombreux traités. La construction de cet édifice conventionnel, de cette architecture conventionnelle a été une construction progressive, un peu chaotique. Ça s'est fait de manière non organisée, traité par traité, couche par couche, sans qu'on efface le passé en créant de nouveaux traités, en posant de nouvelles obligations. Ça a débuté à la fin du 19e siècle. Ça s'est développé en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette épaisseur historique, l'adoption de la Convention sur la diversité biologique en 1992 a représenté une étape tout à fait majeure. Donc, je vais passer en revue un petit peu rapidement l'évolution pour vous donner une idée, mais sans avoir le temps véritablement de rentrer dans le détail. Il y a une première période que j'ai datée de 1885 à 1946. 1885, c'est le premier traité finalement relatif à la gestion d'une ressource commune. C'est le traité relatif à la pêche au saumon dans le bassin du Rhin, qui date donc de 1885. Donc, vous voyez, c'est un texte ancien. La Convention pour la préservation des animaux sauvages, des oiseaux et des poissons en Afrique, qui est de la Convention de Londres de 1900, qui n'est jamais entrée en vigueur. Une convention sur la protection des oiseaux utiles à l'agriculture, Convention de Paris, 1902, une convention comme les autres, qui est située dans une perspective assez utilitariste et court-termiste. On aura l'occasion d'y revenir quand on va parler des valeurs de la biodiversité. En 1933, une convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel en Afrique, qui donc vient remplacer la précédente qui n'était pas entrée en vigueur, qui sera remplacée à son tour par la convention d'Alger en 1968, Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, qui correspond à la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 et à la décolonisation. Sur le continent américain, la Convention de Washington de 1940, protection de la nature et des beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique. Convention assez intéressante parce que déjà beaucoup plus moderne que les autres, qui protège des parcs, ce qu'elle appelle des monuments naturels, qui prévoit aussi la possibilité de réserves de régions vierges dans lesquelles l'homme n'intervient pas, qui a en annexe une liste d'espèces menacées à protéger parce que leur protection est d'une urgence et d'une importance spéciale. Donc, vous voyez déjà ici dans cette convention, alors qu'on est en 1940, une certaine modernité. Oups, pardon. Cette période se clôt en 1946, où s'ouvre une nouvelle période. Alors, j'ai choisi cette date
parce que ça correspond après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi surtout parce que c'est l'adoption de la Convention internationale sur la baleine, sur la réglementation de la chasse à la baleine, 1946, qui est une convention qui ouvre une nouvelle période plus moderne. Elle compte aujourd'hui 89 parties. On pense à elle comme une convention qui protège les baleines aujourd'hui, mais en réalité, il faut retourner vers son texte. Je vous invite à le faire, lire le préambule, et on comprend que ce n'est pas du tout le cas. À l'époque, on protège les baleines parce que l'idée, c'est de pouvoir organiser un développement ordonné de l'industrie baleinière. Donc, c'est aussi une perspective très utilitariste. Ce n'est pas du tout l'idée de protéger les baleines parce que les baleines sont belles et qu'on aime les baleines. Beaucoup d'autres conventions aussi qui organisent l'exploitation durable de ressources naturelles, par exemple le saumon de la Baltique, la vigogne entre le Chili, l'Équateur et le Pérou en 1969. Le programme de l'UNESCO dit Hommes et biosphère, qui est un programme assez intéressant, qui ne repose pas sur un traité, mais qui a abouti à la création d'un réseau mondial de zones protégées qu'on appelle les réserves de la biosphère. Il y en a au Brésil, il y en a au Pantanal, il y en a en Amazonie. Il y a 686 réserves de la biosphère dans le monde. Ça concerne 122 États. Donc, c'est un réseau de zones qui est limité, mais c'est le premier réseau mondial de zones protégées. Le but étant la protection de ces zones, mais aussi la recherche, l'éducation. C'est en lien avec le mandat de l'UNESCO. Dans cette phase de développement qui suit la phase des premiers balbutiements, sont adoptées ce qu'on appelle les Big Four, les 4 conventions mondiales sur la nature, donc les 4 grandes, qui sont là listées sur cette diapositive. La convention de Ramsar, d'abord, qui est une convention relative aux zones humides d'importance internationale, 1971. Aujourd'hui, cette convention protège plus de 2300 zones humides qui sont considérées comme remplissant des critères qui les font entrer dans la catégorie des zones humides d'importance internationale. Ensuite, la convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial, naturel et culturel, convention de 1972, qui protège des sites du patrimoine mondial, soit naturel, soit culturel, soit naturel et culturel, c'est souvent le cas, qui protège peu de sites dans le monde parce que ça ne concerne que des sites étant d'une valeur universelle exceptionnelle, mais malgré tout, ça protège certains sites étant d'une valeur universelle exceptionnelle. Également la Convention de Washington, dite aussi Convention CITES de 1973. La CITES, c'est l'acronyme anglais pour cette convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Donc, qui a pour objet la régulation, la réglementation du commerce mondial de la faune et de la flore sauvage en classant les espèces dans 3 annexes. Une annexe 1, le commerce est interdit, et annexe 2, annexe 3, le commerce est possible, mais il est réglementé, il faut des permis particuliers pour exporter et importer ces espèces. Et enfin, la 4e, c'est la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, donc une convention qui s'intéresse en particulier aux espèces migratrices et qui est une convention parapluie au sein de laquelle ont été négociés d'autres traités, des traités qui portent sur des espèces ou des groupes d'espèces comme les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, c'est un traité de 1995, ou les albatros et les pétrels, c'est un traité de 2001, ou encore les gorilles, c'est un traité de 2007. Et puis aussi des mémorandas d'accords qui n'ont pas une valeur conventionnelle, qui ne sont pas des traités, mais qui viennent aussi protéger des espèces comme l'éléphant d'Afrique ou un petit migrateur, le courlis à bec grêle. Donc voilà les Big Four qui sont donc adoptés durant cette période particulière de développement. Et puis, on en arrive à
l'adoption, pardon, on en arrive à l'adoption de développements aussi régionaux, des nouvelles conventions régionales de protection de la nature dans cette phase de développement, des conventions générales, par exemple la convention d'Apia qui est adoptée en 1976 et qui est une convention de protection de la nature dans le Pacifique Sud, ou en Europe la convention de Berne de 1979 qui porte sur la vie sauvage en Europe. Et également des conventions qui visent des écosystèmes particuliers, la montagne, donc les Alpes, 1991, les Carpates, 2003, des mers régionales, également avec les programmes, le programme sur les mers régionales du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a abouti à une série de conventions qui protègent les mers régionales et pour lesquelles il y a souvent des protocoles sur la biodiversité. On fait aussi entrer dans ces développements des traités sur les pêcheries. Il y a environ une 50aine d'organisations régionales de pêche qui viennent couvrir soit un espace déterminé, soit une ou plusieurs espèces dans un ou plusieurs bassins de pêche. Et donc, ces traités sur les pêcheries font aussi partie, pour moi, du droit international de la biodiversité. Donc, vous voyez, quand se clôt cette phase de développement en 1992 avec l'adoption de la Convention sur la diversité biologique, on n'est pas du tout dans un paysage vierge sur le plan juridique. Il existe déjà beaucoup de textes, beaucoup de conventions internationales à l'échelle régionale et à l'échelle universelle qui protègent telle espèce, tel écosystème particulier et qui sont encore aujourd'hui très importants pour la conservation de la diversité biologique. Bom, recebemos 3 perguntas lá pelo Slido e eu gostaria também de adicionar uma pergunta, professora Sandrine, e continuaremos com o Slido aberto para quem quiser enviar mais alguma pergunta, mais algum comentário à professora Sandrine. Então, eu vou ler, professora Sandrine, as 3 perguntas aqui inseridas lá no Slido. Um minutinho. Elas estão aqui no chat do Zoom também, pessoal, quem quiser acompanhar. Então, a primeira pergunta é a seguinte: quais as perspectivas sobre o DSI, né? Digital Sequence Information, informação dissociada de uma base material, no pós 2020 Global Biodiversity Framework? Essa é a primeira questão, feita pelo Carlos Henrique Tomé, que é doutorando lá no IREL, aqui na UNB. A segunda pergunta foi feita pela Giovana, e a pergunta é a seguinte: qual a relação entre biodiversidade e arbitragem internacional? E a terceira pergunta, anônima, é a seguinte: qual é o valor jurídico de um memorando de entendimento para a proteção da biodiversidade? Então, essas são as 3 perguntas iniciais, e eu vou adicionar também uma pergunta, professora Sandrine, agora para esse bloco de perguntas, que é a seguinte: eu gostaria de saber como que a senhora classifica, como que você classificaria as expressões conservação, preservação, proteção, uso sustentável dentro dessa evolução da proteção internacional da biodiversidade, né? Qual foi a evolução do uso dessas expressões, né? E em que medida atualmente a gente vê prevalecer a expressão conservação e uso sustentável, se isso foi uniforme, não foi uniforme, qual é a sua percepção na utilização dessas expressões nos tratados, né? Principalmente nesses períodos avaliados na aula de hoje, depois a gente pode deixar para os próximos períodos, para amanhã e para o último dia. E eu gostaria de passar a palavra também à professora Ana Flávia Barros Platiot,
para saber se ela também gostaria de fazer algum questionamento antes de retomar a palavra à professora Sandrine. Professora Ana? Eu agradeço, professora Karina, mas eu acho que a sua pergunta já é muito ampla e muito sofisticada, então eu vou me contentar de ouvir a resposta. Obrigada. Ok, excelente. Então, professora Sandrine, a palavra é sua. Très bien, merci beaucoup pour ces questions très intéressantes et très pertinentes. Je vais les prendre dans l'ordre. Et donc, je vais commencer par la question donc, de Carlos de l'IREO, qui est sur la DSI. Donc, en français, c'est l'information de séquençage numérique. Et son traitement dans le futur cadre mondial de la biodiversité. Donc, ça déborde un peu du sujet d'aujourd'hui, puisque c'est vraiment un enjeu très récent, et c'est post-1992, mais évidemment, pas de problème pour en discuter dès aujourd'hui. Le développement des technologies a permis effectivement le séquençage numérique, la constitution de grandes banques de gènes qui permettent aux utilisateurs de gènes d'utiliser les banques et donc de ne pas avoir besoin d'aller faire des prélèvements dans la nature. Et ces évolutions techniques sont des évolutions très préoccupantes pour les pays du Sud et les pays riches en biodiversité, parce que avait été négocié dans le cadre de la Convention de Rio le protocole de Nagoya qui organisait de manière imparfaite, mais quand même qui représentait un progrès par rapport à la période précédente, qui organisait ce qu'on appelle l'APA, l'accès et le partage des avantages, c'est-à-dire qui ouvrait largement l'accès aux ressources biologiques, mais qui, en contrepartie, demandait un partage des avantages. Il se trouve qu'évidemment, avec ces banques de gènes, on contourne complètement le protocole de Nagoya et on le marginalise parce qu'on n'a plus besoin de passer par le prélèvement d'échantillons dans la nature. Donc, c'est une vraie source de préoccupation pour beaucoup de pays. Et les négociations, des discussions ont lieu dans le cadre de la Convention sur la biodiversité depuis plusieurs années, avec un groupe de travail qui travaille sur ce sujet. Des discussions très vives, des discussions qui portent sur ce qu'est même l'information de séquençage numérique. Les États ne sont même pas d'accord pour la définir de la même manière. Et qui oppose aussi les États sur la contrepartie qu'il faudrait donner aux pays du Sud dans le cadre de l'utilisation de gènes dans les banques de gènes et des informations de séquençage numérique. Ces négociations, parce que ce sont des négociations, elles ont lieu en parallèle aux négociations sur le cadre mondial de la biodiversité, mais elles sont très parallèles et très proches. Et donc, je ne doute pas que lors de la COP, les deux questions soient connectées et qu'un deal sur l'information de séquençage numérique sera nécessaire pour avoir un deal sur le cadre mondial et peut-être même que les questions d'information de séquençage numérique, de DSI, seront réintégrées dans le cadre mondial. Pour l'instant, sur les perspectives, pour avoir suivi un petit peu les négociations sur la biodiversité récemment, je dirais que les perspectives ne sont pas très, très positives. Il y a vraiment de gros désaccords entre les États. Je ne sais pas si ça pourra aboutir l'année prochaine. Donc, ma réponse est un peu contradictoire. Je dis que ça fera partie du deal final, mais ce sera difficile d'avoir un accord sur ces questions, parce qu'il y a vraiment de grosses divergences entre les États, qui sont des questions essentielles. Et finalement, on voit là aussi
un droit de la biodiversité qui est sans cesse poussé à évoluer avec de nouveaux enjeux, de nouveaux défis. Donc, on parvient enfin à négocier le protocole de Nagoya. On met en place quelque chose qui, encore une fois, est imparfait, mais est mieux que la situation précédente. Et en quelques années, ce protocole se retrouve complètement marginalisé par les évolutions technologiques. Donc, on court toujours après les évolutions technologiques. Donc, voilà ma réponse à la première question donc, de Carlos. Pour répondre à la question de Giovanna sur le lien entre l'arbitrage international et la biodiversité, me viennent à l'esprit au moins 2 arbitrages, l'un très vieux et l'autre très récent. Le très vieil arbitrage, il date de la fin du 19e siècle, 1893. C'est l'arbitrage sur les otaries à fourrure des îles Pribilof, qui est donc un vieil arbitrage, mais un arbitrage très intéressant dans lequel le tribunal arbitral a finalement considéré que déjà poser un peu les principes de l'interdiction de l'abus de droit et qu'aucun État n'avait le droit d'exploiter une espèce jusqu'à l'extinction finalement, et que donc il fallait absolument qu'il y ait une collaboration, une coopération entre les États pour éviter que certains États s'approprient, en l'espèce c'était les otaries à fourrure. Donc ça, c'est un arbitrage ancien mais très intéressant et un arbitrage plus récent qui est celui qui a été rendu dans l'affaire sur la mer de Chine méridionale entre la Chine et les Philippines en 2016, qui ne porte pas seulement sur les questions de biodiversité, mais qui aborde les questions de biodiversité de manière, je trouve, très intéressante, qui connecte d'ailleurs des obligations coutumières de prévention que j'ai indiquées, des obligations conventionnelles en se référant à un certain nombre de conventions, comme la Convention sur la diversité biologique ou la CITES, par exemple. Le tribunal utilise les annexes de la CITES comme indice du fait que certaines espèces de coquillages sont des espèces menacées. Donc, c'est un arbitrage très intéressant. Donc, il peut y avoir des arbitrages sur la biodiversité. C'est arrivé par le passé et ça arrivera encore probablement dans le futur. Sur la troisième question, elle portait sur les mémorandas d'accord. Je pense que la question se réfère aux mémorandas d'accord dans le cadre de la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices. Ces mémorandums d'accord n'ont pas de valeur conventionnelle, donc n'ont pas la valeur d'un traité, mais ce sont, on pourrait dire, des plans d'action de coopération entre des États qui concernent certaines espèces. Donc, il y a la Convention de Bonn, il y a les accords d'application qui sont des traités, et puis il y a des accords plus limités généralement dans leur champ d'application, qui sont ces mémorandas qui n'ont pas la valeur d'un traité, mais qui pour autant fonctionnent assez bien pour la plupart, parce que finalement, si les États les ont négociés, c'est qu'ils avaient envie que ces mémorandas fonctionnent, et ça fonctionne en général. La quatrième question était la question de la professeure Karina sur les distinctions entre conservation, préservation, protection, usage durable et sur l'évolution dans le temps. Je reviendrai là-dessus demain, puisque je vais essayer de vous présenter l'évolution des valeurs données à la biodiversité dans le temps. Et donc, on verra qu'il y a plusieurs valeurs possibles, la valeur instrumentale, la valeur patrimoniale, la valeur intrinsèque qui sont reconnues à la biodiversité. Et selon ces valeurs, il y a des modèles différents de gestion. Mais pour répondre dès aujourd'hui, enfin pour essayer de répondre dès aujourd'hui à cette question, je crois que ça dépend. Je trouve pas véritablement de pattern, de modèle dans l'évolution de ces termes dans les conventions internationales. Les termes varient. Je suis pas sûre que ça ait toujours, notamment entre conservation, préservation
et protection, que l'emploi de termes différents désigne toujours des choses différentes. Et parfois, il y a aussi des problèmes de traduction qui font qu'en réalité, si on compare plusieurs versions officielles de traités, on va trouver des traductions différentes. On part souvent de l'anglais, mais on ne traduit pas toujours de la même manière selon les conventions internationales. Donc, ce n'est pas un point auquel, personnellement, j'ai attaché beaucoup d'importance, en tout cas sur la distinction entre conservation, préservation et protection. A priori, préservation, conservation sont plus forts que protection, mais en pratique, je crois que ce n'est pas toujours le cas. Et c'est assez intéressant de voir comment tout cela est traité dans la Convention de Rio sur la diversité biologique, qui met vraiment sur un même plan les questions de protection, de conservation et les questions d'utilisation et d'usage durable. Et là aussi, c'est une chose que l'on verra, c'est que finalement, la Convention sur la diversité biologique était une convention qui était voulue par les scientifiques, les ONG depuis très longtemps, depuis le début du 19e siècle, depuis déjà les années 1910. Il y avait des demandes, des propositions de traité mondial de conservation de la diversité biologique. À l'époque, on ne parlait pas de diversité biologique, mais de conservation de la nature. Et tout cela va aboutir à la Convention sur la diversité biologique, mais la Convention sur la diversité biologique n'est pas du tout seulement une convention de conservation ou de protection. C'est vraiment une convention qui porte aussi sur l'utilisation durable de la protection et qui met l'utilisation durable exactement au même niveau que la conservation. Et ce qui a pu faire dire que finalement, la Convention poursuivait plusieurs objectifs et que ces objectifs étaient parfois contradictoires. Donc, en pratique, cela peut être tout à fait problématique. Voilà ce que je peux dire en réponse à cette difficile question. Excelente, professora Sandrine. Vou passar, então, ao segundo bloco de questões que foram inseridas lá no slide, estão também aqui no chat do Zoom. A quarta questão foi inserida pelo Rogério Gonçalves, que é aluno especial aqui no programa de pós-graduação em Direito da UNB. A pergunta é a seguinte: quais serão as possíveis consequências da aparente fragmentação de regimes jurídicos para a governança da biodiversidade no contexto do direito internacional? A quinta pergunta é anônima, e ela foi feita em francês. Eu vou ler em francês. Est-ce que le contentieux sur la biodiversité deviendra plus fréquent? Quel rôle auront les tribunaux internationaux dans l'avenir du droit international? A sexta questão foi feita pelo Harvey. O Harvey, ele é doutorando aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e também na Université Aix-Marseille, faz uma cotutela, né, sob a minha direção e a direção da professora Sandrine. E a pergunta é: o conceito de patrimônio comum da humanidade, um mecanismo ainda relevante no contexto atual ou um mecanismo obsoleto? A sétima pergunta, feita pelo Arthur William, como o conhecimento tradicional e de povos originários são tratados na proteção da biodiversidade a nível internacional? E a oitava questão: existe a aplicação do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, no pós-2020 da CDB? As metas não estariam ignorando as diferenças entre os países? E sobre essa oitava pergunta, acho que a gente poderia até estender, Sandrine, como você vê esse princípio, né, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, no contexto do direito internacional da biodiversidade, não apenas pós-2020, mas no contexto construído até hoje.
E se eu puder adicionar mais duas perguntas, Sandrine, se der tempo, claro, né? Ou então a gente pode deixar para amanhã, seria a seguinte, que é até uma pergunta estrutural, né? Por que diferenciar o direito internacional da biodiversidade do direito, diferenciar ou separar do direito internacional ambiental, do direito internacional do meio ambiente, né? Qual é de que modo você entende que essa área tem, quais são as peculiaridades dessa área que justificam a separação, né, do direito internacional ambiental? E uma última pergunta seria no seguinte sentido: numa parte da sua apresentação, você destacou principalmente as obrigações de procedure, né? As obrigações procedimentais ligadas às obrigações costumeiras, né? Aí eu queria saber se as obrigações substanciais elas seriam classificadas de um modo diferente, né? Não estariam, as substanciais estariam mais conectadas às obrigações decorrentes dos tratados e não obrigações costumeiras, né? Por que o destaque às obrigações procedimentais? Então, eu acho que já são muitas questões. Professora Sandrine, passo a palavra a você. Oui, merci beaucoup pour cette nouvelle série de questions, également très stimulante. Alors, je voudrais d'abord répondre à Rogerio sur les conséquences de la fragmentation. Les conséquences de la fragmentation, on les a déjà évoquées hier, on les évoquera encore demain, on les évoquera encore jeudi. Elles sont tout à fait problématiques. La fragmentation du droit international, c'est d'abord une fragmentation à l'intérieur du droit international de l'environnement, à l'intérieur du droit international de l'environnement, à l'intérieur du droit international de la biodiversité, puisque finalement, ce droit international de la biodiversité, il est constitué d'une multitude de régimes différents qui sont complémentaires, mais qui sont différents, qui sont distincts, dans lesquels il n'y a pas toujours une identité de parties, et donc, les conférences des parties prennent des décisions différentes. Et la fragmentation, elle existe aussi au-delà du champ de l'environnement. Elle est plus générale et elle concerne le droit international en général. Donc, c'est la fragmentation entre le régime de l'environnement, les régimes de l'environnement, le régime du commerce, des investissements, les régimes des droits de l'homme. C'est encore une fois assez problématique d'avoir cette gouvernance internationale fragmentée. Assez problématique, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse sortir de cela rapidement. Ce qui importe aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on ne croit plus vraiment à la création d'une organisation mondiale de l'environnement qui viendrait remettre de l'ordre, de la hiérarchie dans tout ça. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de parvenir à faire fonctionner ces différents régimes de manière un peu coordonnée, si possible de manière synergique. Ce n'est pas toujours le cas. Et pour cela, je pense qu'il y a différents leviers. Il n'y a pas une solution, mais plein de solutions, différents leviers, des collaborations institutionnelles, des outils comme les ODD, les Objectifs mondiaux de développement durable, qui sont transversaux, peuvent aider quand même à remettre de la cohérence dans la gouvernance internationale. Donc, il y a des outils aussi bien juridiques, institutionnels qu'aussi financiers ou techniques et scientifiques. Par exemple, lorsque l'IPBES et le GIEC décident d'écrire ensemble un rapport sur biodiversité et climat, ils participent un peu à la défragmentation des régimes internationaux.
Donc, c'est vraiment un point d'attention, un point sur lequel il faut être très attentif dans les années qui viennent parce que euh, ça a vraiment des conséquences en termes d'effectivité des régimes. Donc, c'est une question très, très importante. Il y avait aussi une question, je crois, anonyme, qui était sur le contentieux. Est-ce que le contentieux international sur la biodiversité va devenir plus fréquent? Quel sera le rôle des tribunaux internationaux dans le futur? Bon, encore une fois, je ne peux pas prévoir le futur, je n'ai pas cette capacité. Mais on peut quand même se dire que les contentieux sur l'environnement sont des contentieux qui se développent, les contentieux internationaux sur l'environnement se sont développés ces dernières années. Même s'il n'y en a pas des milliers, il y a quand même une tendance au développement, y compris devant la Cour internationale de justice. C'est tout à fait logique, je pense, qu'au fur et à mesure que le droit international se densifie, que les obligations internationales des États se densifient, ça donne lieu à des contentieux. Donc, même si je ne peux pas prévoir le futur, je parierais quand même que dans le futur, ces contentieux vont se développer, des contentieux sur la conservation, des contentieux sur l'utilisation, sur le partage en particulier. Et de ce point de vue, la Cour internationale de justice est là. Le Tribunal international du droit de la mer est là pour ce qui concerne la mer. L'OMC, les organes de règlement des différends de l'OMC, bon, actuellement quand même en crise, mais au niveau de l'organe d'appel, mais peuvent aussi potentiellement traiter de conflits sur les ressources naturelles. Ça a été le cas dans le passé, l'affaire les affaires thon-dauphin, les affaires sur les tortues et les crevettes, les affaires sur les produits biotechnologiques, l'affaire des phoques aussi. Donc, là aussi, il y a des possibilités de développement dans le futur. Et puis, il y a toujours, c'était la question de tout à l'heure, il y a toujours la possibilité de l'arbitrage. L'arbitrage est quand même intéressant pour les États, il est souple, donc il est un peu coûteux en général, mais il présente beaucoup de souplesse, donc ça peut être un moyen intéressant de régler des différends internationaux. Je pense que les différends sur les ressources naturelles ne vont pas s'arrêter aujourd'hui en 2021, même si on adopte un cadre mondial de la biodiversité l'année prochaine fort, les différends vont continuer et donc il y aura du travail de ce point de vue pour les tribunaux dans le futur. Harvey a demandé si le concept de patrimoine commun de l'humanité était obsolète ou encore actuel. C'est une très bonne question. J'ai l'impression quand même que même si certains États l'ont fait remonter au moment des négociations BBNJ, donc si le concept est discuté dans ce cadre, je ne pense pas qu'un consensus se fasse sur ce concept qui risque de devenir un concept effectivement daté, historique. Finalement, il fonctionne surtout pour la zone. Et encore, il a été particulièrement en partie vidé de sa substance par l'accord ultérieur de 1995. Donc, même dans la zone patrimoine commun de l'humanité, il y a eu des régressions. Bon, je pense qu'il faudrait trouver un nouveau concept mobilisateur qui remplace le patrimoine commun de l'humanité, un peu daté, et qui réponde aux enjeux d'aujourd'hui. Ça reste à faire, mais peut-être que ce se fera dans le cadre des négociations BBNJ. Arthur Willen a posé la question du rôle des connaissances traditionnelles des peuples autochtones. C'est quelque chose qui est énormément traité dans la Convention sur la diversité biologique, qui est valorisé dans le protocole de Nagoya que j'évoquais tout à l'heure, qui est aussi valorisé dans d'autres conventions internationales, dans d'autres cadres, y compris dans le domaine des droits de l'homme. Et il y a ici une fertilisation intéressante
du droit international de l'environnement par le droit international des droits de l'homme et du droit international des droits de l'homme par le droit international de l'environnement. Et donc, c'est un point très intéressant, c'est un point essentiel dans le projet de cadre mondial pour la biodiversité. Ces connaissances traditionnelles sont là, mais pour certains observateurs, pas suffisamment. Il faudrait faire monter encore davantage cette question. A également été posée une question sur l'application du principe des responsabilités communes mais différenciées dans le cadre post-2020 sur la biodiversité. C'est un point d'achoppement entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ce principe des responsabilités communes mais différenciées joue un rôle très fort dans le régime du climat. Traditionnellement, un rôle beaucoup moins important dans la Convention sur la diversité biologique, qui s'y réfère beaucoup moins que le régime international du climat, même si en pratique, il y a des aménagements qui sont en faveur des pays du Sud dans la Convention sur la diversité biologique, notamment tout ce qui concerne l'assistance financière, l'assistance technique. En revanche, s'agissant de véritablement différencier les obligations entre les pays du Nord et du Sud, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent. Donc, je dirais que le projet, en tout cas le projet actuel de cadre, qui date du mois de juillet, ne reflète pas vraiment le principe des responsabilités communes mais différenciées, en ce sens qu'il n'y a pas très peu de différenciation laissée aux pays en développement. Et c'est un point de préoccupation des pays en développement. Mais encore une fois, c'est depuis le début, dans le régime de la biodiversité, la diversification est beaucoup moins forte. Il faut dire aussi que ce sont dans les pays en développement que la diversité biologique est la plus importante. Une autre question était sur la différenciation du droit international de la biodiversité dans le droit international de l'environnement. Pourquoi est-ce qu'il faut finalement distinguer, différencier un droit international de la biodiversité ? Je ne différencie pas en ce sens que pour moi, le droit international de la biodiversité fait partie du droit international de l'environnement, même si il déborde un peu vers le droit du commerce, le droit des investissements. Donc, ce n'est pas seulement du droit international de l'environnement, mais le droit international de l'environnement lui-même déborde un peu vers le droit international du commerce, des droits de l'homme, de l'investissement. Donc, je pense que cette distinction, elle se fait à des fins d'appréhension. Elle a un rôle, je dirais, heuristique. C'est pour arriver à bien appréhender ces règles qui s'appliquent à la biodiversité, mais c'est la même manière qu'on parle d'un droit international du climat ou d'un droit international des produits chimiques. C'est intéressant à des fins de recherche, à des fins pédagogiques. Ça permet de mettre en évidence certaines spécificités, certaines particularités du droit international de la biodiversité. Mais pour moi, ce qui relie ces règles, c'est leur objet, la biodiversité. Et donc ensuite, on peut se poser la question de est-ce qu'il y a des particularités, mais je ne les distingue pas parce que c'est particulier. Je distingue ce droit international de la biodiversité parce que je veux rechercher les règles qui s'appliquent à la biodiversité. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Et ensuite, il y avait une autre question sur les obligations procédurales, substantielles. Donc, effectivement, j'ai dit que dans les règles coutumières, il y avait une série d'obligations de nature procédurale, mais il y a aussi une obligation substantielle, l'obligation de prévention elle-même, l'obligation de prendre les mesures appropriées pour prévenir des dommages. Ça, c'est une obligation substantielle. Donc, je crois que dans les obligations coutumières, on trouve des obligations procédurales et une obligation substantielle.
Dans les obligations conventionnelles, c'est la même chose. Il y a des obligations substantielles, il y a des obligations procédurales. Voilà, c'est une distinction que l'on retrouve aussi bien dans les obligations coutumières que dans les obligations conventionnelles. Après, on pourrait discuter longtemps de ce qu'est une obligation substantielle, de ce qu'est une obligation procédurale, et notamment avec la jurisprudence récente de la Cour internationale de justice, on s'est beaucoup posé la question parce que la Cour distingue dans les usines de pâte à papier ou dans les affaires Costa Rica, Nicaragua, Nicaragua-Costa Rica, distingue les obligations procédurales et les obligations substantielles. Et personnellement, je trouve qu'elle ne le fait pas toujours de manière très claire. Et donc, elle a plutôt tendance à embrouiller cette distinction. Et donc, c'est peut-être pas une distinction si claire et si utile. Mais malgré tout, c'est vrai que je continue à l'utiliser parce que elle me semble quand même un peu utile. Mais bon, on pourrait réfléchir. Merci beaucoup. Muitíssimo obrigada, Sandrine, por todas as respostas aos questionamentos. Eu acho que a gente pode parar por aqui. Não sei, Fernanda, se houve ainda algumas perguntas adicionais lá no slide, se elas foram inseridas, mas de toda forma a gente pode deixar para amanhã, porque eu acho que já estamos aqui próximos de meio-dia, então se houver mais alguma questão adicional, nós vamos guardar, salvá-las e podemos questionar a professora Sandrine amanhã, iniciando por essas questões que não tiverem sido objeto de resposta hoje. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a professora Sandrine Marjan de Bois, gostaria de agradecer a participação de todos e todas que acompanharam aqui ativamente o segundo dia do minicurso. Então, contamos aqui com uma presença constante de mais ou menos 70 ouvintes, do início ao fim. Então, agradeço a presença, a curiosidade, o interesse no tema, os questionamentos que foram feitos. Não deixem de ler os textos e de analisar as perguntas norteadoras. A ideia é que a gente possa fazer um pequeno debate também na sexta-feira sobre essas na quinta-feira, no último dia, sobre essas perguntas, e por meio dessas leituras vocês também poderão fazer questões, né, questionamentos, tanto amanhã quanto na quinta-feira, no final aqui da aula. Não sei se a professora Ana Flávia ainda está aqui conosco, eu sei que ela teria que se ausentar agora no final, mas se não houver mais nenhum comentário, nenhuma observação, podemos finalizar a aula de hoje, e aqui com os meus agradecimentos novamente a toda a comissão organizadora do GERN, Fernanda, Sara, Naomi, Isabela, Paula, um grupo aqui muito ativo e que auxiliou toda a organização. Agradecer ao tradutor Wendel pela excelente tradução, e toda a equipe da Finatec pelo suporte técnico. Então, ficam aqui os agradecimentos e o gostinho de quero mais para a aula de amanhã. Então, muito obrigada, professora Sandrine, novamente, e até amanhã, pessoal.